Et salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau jeu talk et j'espère surtout que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de succion dans les rues de New York avec un effet tout à fait vampirique autour. Attention, ça fait peur. Il s'agit de Vampire Vendetta. Allez, c'est parti. Vampire Vendetta est le tout dernier jeu que vous pourrez retrouver dans les éditions chez Yellow. C'est un jeu de Bruno Feduti ainsi que de Charlie Cleveland, formidablement illustré par Martin Mottet, de 3 à 6 joueurs pour des parties qui avoisinent à peu près les trentaines de minutes. Ça vaut entre 40 €, maximum. Et c'est un jeu de déduction, de bluff et d'opportunisme qui a été issu d'une campagne Kickstarter qui a très bien marché puisqu'on retrouve le jeu sur toutes les bonnes étapes. Le pitch un peu de ce Vampire Vendetta. Vous allez évoluer dans ce jeu de bluff et d'opportunisme, comme je vous l'ai dit, au travers de différents clans qui composent la licence de Vampire Masquerade, un monde très ténébreux où le voile est mis sur l'ensemble de l'humanité, les pauvres humains comme nous, qui font partie d'une mascarade, puis on a en fait des vampires qui évoluent comme ça dans les mêmes rues et qui, le soir, nous mettent 2 coups de crochet pour la gorge. Quoi qu'il en soit, ce jeu va vous permettre de renverser le prince de Chicago pour prendre sa place. Et comment on renverse le prince de Chicago? C'est bien simple, il faudra gagner autour de 3 manches. Le plus de points d'influence, celui qui aura le plus de points d'influence sera déclaré le clan qui renversera et qui prendra la tête du prince, chose qui n'est pas très aisée. Allez, on fait un petit focus sur le jeu et on voit ensemble comment se passe ce Vampire Vendetta. Chaque joueur est composé et va prendre du coup un clan. Nous avons ici par exemple les Toréadors ainsi que les Ventrus, mais il y en a bien d'autres. Vous pouvez voir ici comme des anarchistes, on a aussi les Malkavians, on a aussi les Nosferatu, etc., etc. Donc ça représente un peu tout l'univers de Vampire, donc ça c'est assez sympa. Et les illustrations, encore une fois, sont très classe. Durant le setup, on va mettre 3 quartiers ou alors 4 si on joue à plus de 5 joueurs. Nous allons ensuite mettre sur chaque quartier un allié qui est soit un humain ou un vampire qui va vous donner des points de prestige ou alors qui va vous permettre de donner des jetons de sang à votre début de tour, ainsi que le deck des victimes. Comme vous pouvez le voir ici, il s'agit de Bruno Feduti qui s'est mis dedans, ainsi que d'autres personnes, j'y reviendrai par la suite dans ces vidéos, comme on a Ella ici qui est l'Instagrammeuse, je crois, des jeux de société, ainsi que Outstar, je crois qu'elle joue beaucoup à Vampire et qu'elle aime beaucoup la licence, donc je pense que c'est des clins d'œil qu'ils ont mis à l'intérieur, etc. Chaque joueur va être doté d'un petit comme ça carré qui représente un peu son clan, et chaque clan vient avec son deck prédestiné. Il s'agit des Toréadors avec la petite rose que j'aime énormément ce clan, moi, Vampire, qui sont un peu les êtres très sensibles à la culture et à la beauté. Donc vous pouvez voir déjà le deck qui est constitué et qui est totalement différent. On ne joue pas vraiment un clan comme tous les autres, ça c'est très sympa. On commence à chaque fois avec 2 cartes propres à chaque deck qui sont à l'affût ainsi que track. Ce sont les 2 cartes que vous allez avoir dans la main. Au début de partie, du coup, on va avoir ces 2 cartes-ci et on va ensuite piocher 2 cartes. Dans ces 2 cartes que l'on va piocher, nous allons ensuite en choisir une et on va en mettre une dans la main et on va remettre directement l'autre sous le deck. Ça permet de donner une petite suspicion, etc. aux gens en disant « Haha, tu ne sais pas ce que je vais jouer durant cette manche ». Je rappelle que le jeu vous donne l'opportunité d'avoir le plus de points de prestige qui se retrouvent ici. Et si vous avez plus de points de prestige à la fin des 3 manches, vous gagnez directement la partie. Alors, on a la phase de planification et ensuite la phase de résolution. Durant la phase de planification, vous allez récupérer votre sang ici directement. Donc là, vous voyez, la carte Ella me donne par exemple en bas un jeton prestige à la fin de partie ici, je l'emmène jusqu'avec moi. Ou alors, à chaque phase de nourriture, de sang, un sang que vous voyez ici. Par contre, j'ai la possibilité de drainer ce joueur, enfin, on va dire cette victime. Si je draine cette victime, je prends tout de suite 300, mais je la tue. En fait, je lui enlève tout le sang et je lui suce tout le sang dans le corps. Et du coup, on la retourne et on la met directement sous notre petit plateau qui va nous donner en fait directement le sang, mais qui va plus nous procurer un de sang à chaque début de tour. Donc vous voyez, il faudra quand même garder un certain coup les alliés, parce que sinon ça va être un peu compliqué. Une fois que vous avez fait tout ceci, donc on va récupérer par exemple un sang. Ici, tiens, j'ai un 3, mais je vais lui donner quand même ici, ça fait un sang. On est enfin prêt à jouer. Durant votre tour, vous devez jouer une carte dans l'un des quartiers. Vous pouvez jouer 2 cartes ici si vous voulez à votre tour, parce que vous allez tourner en commençant par le premier joueur. Donc vous pouvez jouer les cartes soit face visible, et du coup on sait ce que vous allez jouer dans un des quartiers, du coup ça vous tue un tout petit peu le bluff et la stratégie, soit alors vous la jouez face retournée,
on ne sait du coup pas quelle carte vous allez du coup jouer, mais vous devez la payer avec un sang. Et oui, c'est là le sel du jeu, parce que vous allez voir, le pouvoir ici est fait par le sang. Du coup, si vous voulez pas trop dépenser, il va falloir jouer les cartes un peu comme ça. Vous pouvez aussi très bien dépenser, si vous avez plus de sang durant votre truc, voilà, vous pouvez très bien dépenser jusqu'à 300 sur une carte ou alors au-delà d'une carte, vous pouvez très bien déployer le sang. On appelle le déploiement d'un token sang le sang déployé et une carte que vous jouez une carte déployée, ce qui vous permet d'améliorer un tout petit peu la carte, etc. Sachant que la carte, comme vous pouvez le voir en dessous, juste ici, vous avez un chiffre 3. Le chiffre 3, ça vous donne la puissance lors de la phase de résolution des conflits. Donc c'est ce qui va vous permettre, en plus du sang, d'avoir une influence sur ce quartier. Donc admettons que voilà, nous allons jouer une track ici, face visible, parce que voilà, on a peur, on veut pas. Voilà, on va faire ça, tac. On va jouer une carte ici, face visible. Le joueur ici à côté, on va simuler tout bonnement pour pas vous prendre un tout petit peu. Voilà. Lui, il va jouer une carte, on va dire ici, face cachée. Hop, il va enlever ça parce qu'il va jouer un sang. Ensuite, on va passer par exemple au joueur malkamien, lui qui va jouer une carte par exemple ici. On retourne encore à mon tour. Je vais tuer par exemple, je vais drainer Ella directement. Je lui prends tout son sang, je gagne mes 3 petits jetons ici, et là, admettons que je joue, voilà, par exemple, une nouvelle carte ici, face cachée, du coup, hop, j'enlève, il me reste 2 petits jetons ici, et j'accompagne avec, hop, le sang, par exemple, en me disant, tiens, je mets encore un 3 ici, ainsi de suite, bien évidemment, voilà, le ventrou va se mettre ici, il va payer un sang, et ensuite, on va avoir le malkavien qui va venir ici, et qui va renforcer son truc ici, il va payer un sang. Une fois que vous avez fait tout ceci, c'est la phase ensuite de résolution. Vous allez avoir des petits tokens comme ça, en fait, ok, qui représentent, on va faire quartier par quartier, si vous partez, ok, ou alors si vous restez lors du conflit. Vous pouvez très bien bluffer, etc., jouer des cartes et dire hop, 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 je m'en vais. Si vous partez, vous remettez toutes les cartes en fait que vous avez jouées, tout le sang déployé est perdu, et toutes les cartes que vous avez jouées reviennent face visible au quartier du prince, d'accord? Et si vous restez, je le rappelle, c'est la flèche ici qui est verte, vous allez résoudre directement les effets de cartes. Donc on va résoudre les cartes. On va avoir des cartes comme ça qui sont des cartes directement avec l'instinct, et nous allons par exemple mettre ici voler un sang à chaque rival. Alors on appelle rival les personnes qui se trouvent directement sur ce quartier. S'il n'y a personne, vous n'avez pas de rival directement là-dessus. Donc on va voir le ventreux, lui, a joué par exemple couvre-feu. Immédiatement après la révélation, chaque rival doit soit ignorer les étapes de préparation. L'étape de préparation, c'est quand il y a le petit soleil. Et de contre-coup, donc le contre-coup, c'est ça en fait. Vous allez, c'est la petite lune. Donc on appelle révélation l'aube et la petite lune le contre-coup. Soit vous laissez lui voler 3, 3 de 100. Donc vous voyez, il y a déjà des choix à faire. Oui, ils sont très basés sur les choix ou alors vous subissez les conséquences. Et il y a la soumission ici. Je suis immunisé par exemple contre les effets de perte ou de vol déclenchés dans ce lieu. Si vous devez perdre du sang pour déclencher un effet, il est considéré comme perdu sans que vous le dépensiez. Donc vous voyez, il y a plein de choses qui se font à côté. Admettons que là, voilà, on est dans ce quartier, qu'est-ce qui se passe? Donc on va faire la phase de planification, c'est le petit soleil qui se couche. Donc là, moi, j'ai par exemple le 6, ici on a 2, ici on a 0. Je suis supérieur directement dans ce quartier, je vais gagner ce petit allié qui est Edward Nelly, qui vient directement là-dessus et qui va me donner beaucoup de points d'influence si je le garde. Et ensuite, nous allons remettre toutes les cartes là-dessus. Donc le premier va gagner l'allié plus un point hop de prestige, puisque voilà, vous êtes le premier. Le deuxième, par contre, va tirer une carte directement victime et il va l'entreposer là-dessus. Et le troisième ne gagne rien du tout parce qu'il ne faut pas être troisième dans ce jeu. On va faire tout ceci, donc on va révéler encore ceci. Par exemple, voilà, à l'affût, ça a 2 points de prestige, là, il n'y a personne. Ici, on a track. Je vole 1 à chaque rival, donc je prendrai directement 1. Mais là, oh, le cas de figure nous dit quoi? Il nous dit que malheureusement, on ne peut plus voler de sang, au ventru. Et qu'est-ce qui se passe quand on ne peut pas voler de sang? On rentre en frénésie. Quand vous faites rentrer quelqu'un en frénésie, vous gagnez tout de suite un jeton prestige directement et vous obligez en fait le joueur à mélanger toutes ses cartes alliées et ensuite en drainer une pour récupérer tout de suite le sang. Il rentre dans une frénésie et il est obligé de tuer par exemple ici Bruno Feduti, hop, voilà, pour avoir 3 directement de sang. Et vous allez me dire, mais c'est pas grave parce que finalement c'est plutôt bénéfique quand on a des alliés, etc. Enfin, on a des victimes pour pouvoir leur sucer le sang, etc. Oui, mais attention,
puisque si vous avez des vampires et que vous drainez un vampire, vous faites face à une diablerie. Les diableries, en fait, c'est justement le fait de ne pas pouvoir tuer les vampires, parce que c'est un acte tellement horrible que même les vampires eux-mêmes ne sont pas très bons là-dessus. Donc vous pouvez le faire de manière en fait, voilà, standard, où vous drainez quelqu'un et vous prenez un jeton de diablerie, ou alors vous faites de manière non obligatoire comme une frénésie, et du coup vous tirez en fait le vampire et vous allez drainer un vampire. Si vous avez 3 jetons de diablerie, vous mourrez directement et vous sortez de la partie, vous avez perdu. Attention toutefois, il y a des clans qui vous permettent d'avoir des jetons diablerie et de vous rendre encore plus fort, donc c'est peut-être nécessaire aussi, avantageux, de faire tout ceci. Et vous faites tout ceci jusqu'à gagner directement la partie. On reviendra repiocher 2 cartes, en garder une dans la main. On joue jusqu'à avoir une carte à chaque ronde. Et vous faites tout ceci jusqu'à gagner ou alors perdre durant la fin de la manche numéro 3. Allez, on dézoome et je vais vous donner mon avis sur ce Vampire Vendetta. Je le rappelle, un jeu de Bruno Feduti ainsi que de Charlie Cleveland. Alors on commence bien évidemment par les points positifs. Et oui, parce qu'il y en a quand même des points positifs et des points négatifs dans un jeu. Allez, on commence par les points positifs du coup. Formidablement illustré, des illustrations de malade. On peut le voir au niveau de la boîte, vous voyez ici, assez bien foutu. C'est déjà, franchement, on pense que les jeux avec des illustrations moyennes, mais avec une bonne méca, ça fait tout. Non, moi franchement, je suis très sensible aux artworks, au chara design et puis à tout ce qui est illustration. Et c'est vrai que quand je vois une boîte comme ça sur une étale, forcément, je vais aller vers elle et je vais la retourner pour voir de ce qu'il en est. Donc c'est une première prise de contact qui est non pas négligeable, donc il faut vraiment avoir de très bonnes illus. Et là, on rentre vraiment dans l'univers de Vampire Masquerade avec une très bonne DA, donc direction artistique, pardon, et de formidables illustrations qui nous font voyager dans le quartier de Chicago, dans un univers assez sombre vampirique. Donc ça, c'est très sympa. C'est un jeu aussi qui se joue de manière très rapide avec un setup hyper simple. En 5 minutes, je pense que vous avez expliqué surtout les règles et puis grosso modo, vous savez comment vous jouez. Ensuite, bien évidemment, vous allez avoir différents trucs à faire à l'intérieur. Donc c'est rapide d'accès, c'est très simple. Le côté bluff marche très bien et ça vous permet, voilà, en une trentaine de minutes, gros maximum, vraiment, moi, les parties que j'ai pu faire à 2 et 3, alors 3, bon, je vous cache pas que c'était avec une personne, voilà, sur WhatsApp en disant tiens, regarde tes cartes, tu veux jouer quoi et tout machin, mais voilà, ça nous permettait d'avoir aussi un truc assez sympa. Et ça tournait au bout de... La première a duré 35, et on a peiné un petit peu, mais voilà, pour vous dire que ça a duré 35. Les autres, après, moi j'en ai fait 3-4 à côté, c'était autour de 25-20 minutes, hein. Quand vous savez bien jouer, vous connaissez bien votre deck et surtout votre faction, ça c'est très sympa. Et j'en parle justement des clans et des factions, puisque c'est l'un des points majeurs dans ce jeu, c'est qu'une faction ne se joue pas comme une autre. Donc ça c'est très sympa, les ventrous vont être là en fait pour essayer de démontrer leur puissance. Ils vont essayer de vous obliger à faire des trucs, sinon vous subissez des conséquences. Les toréadors ici vont jouer sur le côté des alliés, donc plus ils vont avoir des alliés, une grosse meute d'alliés, donc ils connaissent un peu les réseaux, etc. mondains, et plus vous allez être très fort. Les Bluja, eux, vont jouer avec tout ce qui est côté... Voilà, un peu force brute. Les Trémères vont jouer avec eux tout ce qui est le côté magique. On va ensuite avoir les Nosferatu qui, eux, vont jouer avec les retraits, qui vont essayer de jouer des cartes face cachée, etc. Donc il y a plein, voilà. Le gameplay vraiment est très sympa par rapport à différentes factions, et ça c'est très notable dans un jeu de bluff qui vous permet justement d'avoir grosso modo différentes stratégies. Et enfin, le dernier point, ici positif, c'est bête à dire, mais ça coule quand même de source, c'est le thème vampire qui ressort très bien de ce jeu. Nombreux sont les jeux des fois qui vous donnent une sorte de licence, ils vous la calent et ils vous disent tiens voilà, c'est un jeu Marvel mais avec des dés, racontez-vous une histoire. Forcément là on a un peu du mal. Et là j'étais un peu sceptique au début en me disant ouais, l'univers quand même de vampire ça joue vraiment sur les trahisons, les côtés voilà où on essaye de se dissimuler. Alors on n'a pas ce côté-là bien évidemment à l'intérieur parce qu'on peut jouer en équipe mais bon ça reste assez anecdotique. Et ça vous permet surtout voilà, de rentrer dans le côté vampire et pourquoi pas d'essayer d'avoir une lecture un peu plus large, d'élargir votre spectre pour vous intéresser aussi à Vampire la Mascarade qui est un formidable jeu de rôle. Moi je n'ai jamais joué mais j'ai lu un tout petit peu les livres et franchement c'est un univers assez particulier mais on est assez sensible à rentrer là-dessus. Donc voilà, tout ça compose vraiment des points positifs sur le jeu. Et bien évidemment, accompagné de points positifs, arrive le tsunami des points négatifs. Alors il n'y en a pas tellement dedans, mais il y en a quand même. Comme chaque jeu, en fait, on garde toujours une certaine neutralité ici. Alors, le premier point négatif qu'on va avoir dedans, moi ce que j'ai eu, c'était les cartes des alliés là, que vous avez.
Moi, j'aime pas trop le fait qu'ils se sont mis en fait à l'intérieur. J'ai l'impression qu'ils ont mis toute l'équipe et tous leurs potes dedans. Pourquoi pas, mais voilà, on a un marginal, un parieur optimiste, un acteur, on se sent faible, ok, directeur artistique. On a une joueuse émérite, on a un responsable des licences qui font partie en fait de leur staff en grande partie. Et je me suis dit, bah tiens, c'est bizarre parce que bah, ça, on sait que c'est des clins d'œil, ils se sont fait plaisir, donc pourquoi pas. Mais moi, ça m'a cassé un tout petit peu l'immersion. Alors, je veux bien entendre le côté où peut-être, voilà, les vampires évoluent dans notre monde propre. Du coup, on retrouve des personnages qu'on connaît, entre guillemets, voilà, l'auteur, etc. Pourquoi pas ce genre de clin d'œil. Mais quand ça prend une grosse part, là, on a quand même une quinzaine de cartes là-dedans, ça fait quand même un peu beaucoup. Et moi, c'est vrai que ça m'a ressorti en fait de côté de l'immersion parce que je me suis dit, ah d'accord, ok, 2-3 clins d'œil, ça va quand c'est quand même le rédacteur en chef, quand c'est le designer, quand c'est le machin. Je dis, oh les gars, et quand même là, un minimum. Hein, mettez-nous des boulangers et puis des SDF, pourquoi pas, pour que ça représente vraiment le monde où on évolue. Donc voilà, les cartes d'alliés, moi, j'ai pas trop aimé ce côté-là. On a ensuite, en point négatif, le côté bluff, mais qui va s'estomper avec le temps. Alors je m'explique, parce que vous m'avez dit, mais qu'est-ce que tu nous dis, Moussino, du coup? Tu nous avais dit que le bluff marchait bien, et pourquoi là, du coup, tu nous dis que c'est pas tellement top? Alors, il marche bien, mais il a ses limites. Pourquoi? Parce que, en début de partie, vous allez commencer avec, comme je vous l'ai dit, les cartes à l'affût et track. Ok, donc on sait que dans votre main, ça va être constitué de ces deux cartes-là. Ensuite, on sait que vous allez piocher deux cartes, ok? Tac, 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 et vous allez en garder une, et l'autre va être en dessous directement. Mais au fur et à mesure, vous finissez la partie avec 5 cartes, mais vous allez jouer en fait à chaque fois des cartes dans la main et forcément on va connaître grosso modo votre deck. Donc on sait grosso modo les cartes que vous allez jouer, etc. et celles qui vont faire mouche ou alors pas du tout. Du coup, le côté un peu bluff, on le perd un tout petit peu, on le gagne en fait en début de partie et quand vous commencez une partie, mais plus vous allez faire de parties avec ce jeu, et plus après le côté bluff va un peu s'estomper avec des joueurs qui vont être un peu expérimentés là-dedans. Ils vont dire, ah tu joues ok les ventrous, donc je vais essayer de me blinder de sang, comme ça au moins tu vas pas me forcer à faire des trucs. Donc on a ce côté-là qui part un petit peu, moi j'étais un peu, voilà, je suis resté un peu sur ma faim là-dessus. Alors bien évidemment, ça marche très bien aussi au niveau du bluff, mais il y a ce petit côté où on sait grosso modo voilà, de quoi va être constitué le deck, et ça va être un peu compliqué. Alors, je ne sais pas s'il était pertinent de prendre l'ensemble en fait du deck, et puis de jouer tout d'un coup en fait, en se disant voilà, on est limité par exemple à la manche numéro 1 à 2 cartes jouées, ensuite à la manche numéro 3 à 3 cartes jouées, à la manche numéro 4 à 4 cartes, peut-être de piocher un peu plus. Là peut-être, ouais, peut-être que ça aurait fait office de plus, je sais pas, après moi les jeux de bluff comme ça m'intéresse pas trop à roll caché, mais bon, force est de constater que là, celui-ci, c'est vrai que c'était, il y a un petit déca comme ça qui m'a un peu suscité. Donc le côté bluff marche bien, mais à la longue, il s'estompe un tout petit peu. Et enfin, le dernier point négatif qu'on peut retrouver dessus, eh bien, c'est le côté, on va dire, alliance qu'on peut, voilà, on peut s'allier autour d'un personnage et puis de lui taper dessus avec une grande frénésie. Alors effectivement, on ne peut pas se montrer les cartes, etc. Mais au fur et à mesure, on peut commencer à se lier un tout petit peu d'amitié avec un autre vampire, parler un tout petit peu en disant j'aimerais bien venir ici, est-ce que tu me soutiens, etc. Donc essayer de faire des choses à côté qui va justement vous dire que tiens, elle est un peu compliqué pour le joueur à côté, peut-être que tout le monde va s'allier et puis hop, taper directement. Un joueur peut très bien jouer une carte très forte et l'autre joueur à côté se dit finalement moi je me retire, je vous laisse tous les deux. Là du coup vous allez vous en prendre un peu plein la truffe. Donc il y a ce côté là un peu qui va vous titiller un tout petit peu le cerveau, mais bon, c'est comme dans tous les jeux malheureusement, vous allez avoir des factions, etc. Des gens peuvent s'allier et vous tapez durement dessus. Alors finalement, qu'est-ce qu'il en ressort de ce Vampire Vendetta? Est-ce que c'est un bon jeu de bluff ou alors pas du tout? Alors moi je vais vous donner mon avis d'une personne qui ne joue pas tellement à des jeux de bluff et qui a joué uniquement comme jeu de bluff à Skull and Roses, qui est le seul en fait que j'ai aimé. Après le reste, mais je suis pas tellement client de tout ça. Mais pourquoi alors j'ai demandé une boîte à Yellow pour Vampire Vendetta? C'était du coup pour vous le présenter parce que j'étais très intrigué, parce que moi j'adore énormément la licence de Vampire. Je me suis dit tiens, c'est sûr qu'il doit y avoir un truc dedans. Alors, il en ressort un jeu qui moi n'aime pas les jeux de bluff, donc ça c'est vraiment un avis que vous allez avoir d'un mec qui n'aime pas du tout les jeux de bluff. Il en ressort un jeu très sympathique. J'ai été agréablement surpris que dans un jeu de bluff, on ait un gameplay totalement différent avec les différents clans qui sont représentatifs bien évidemment des clans de vampires. Donc ça c'est plutôt sympa, une immersion qui se fait de manière assez simple et on va dire
tout à fait naturel, avec des illustrations de très bonne qualité. Je tire encore mon chapeau à monsieur Martin Mortet, parce que c'est Martin Motet, pardon, et pas Mortet. Excusez-moi, monsieur, si vous voyez cette vidéo. Et parce que c'est formidablement illustré, et c'est les illustrations qui vous permettent vraiment de rentrer à l'intérieur de Vampire. Si vraiment j'avais des illustrations de merde en soi, voilà, parce qu'il faut dire ce qui est, si c'était vraiment des illustrations de merde à chier, et puis qu'elles n'étaient vraiment pas top, je pense que voilà, le jeu serait resté au travers de la gorge en me disant « Ah non, pourquoi vous n'avez pas fait des illus de ouf à Vampire, c'est dommage, c'est quand même un thème assez fort, assez sombre. » Et là, le fait qu'il y ait des bonnes illustrations, le fait que ça se joue vite, le fait que le côté bluff au début, on l'a, mais au fur et à mesure, pour moi, il s'estompe avec le temps, parce qu'on connaît un peu la stratégie des autres, on connaît un tout petit peu de ses cartes, même si on n'a pas l'ensemble de son deck à l'intérieur, il peut toujours bluffer, jouer des cartes face cachée et face visible. Voilà, moi, ce côté-là, il perd un tout petit peu, mais comparé par exemple, alors j'ai pas joué à Mascarade et autres jeux comme ça de bluff, rôle caché, mais si je le compare par exemple à ce que j'ai joué moi qui est Skull and Roses et d'autres dont je n'ai plus le nom, je suis désolé, bah forcément celui-ci me plaît plus, et si on me propose une partie de Vampire Vendetta où on se dit bah tiens t'as 25 minutes à tuer, est-ce que tu veux faire une partie de bluff machin on joue, bah je dirais oui volontiers. Par contre les autres, les Skull and Roses par exemple, je dirais bah ouais pas trop, sachant que j'ai bien aimé le jeu, mais je m'intéresserai plus à celui-ci qu'à un autre. Donc voilà, un jeu, si vous aimez les jeux de bluff, ou si vous êtes surtout 3 jusqu'à 6 autour de la table, parce que ça prend son essor vraiment à 6, pardon. À 3, vous êtes là, mais bon, c'est quand on est plusieurs dans ce genre de jeu que ça prend vraiment son corps. Donc à 3, c'est moyen, mais à 6, ça devient assez fort. Bah, nul doute qu'il saura trouver une place dans votre ludothèque. Si vous n'aimez pas les jeux de bluff, bah, force est de constater que voilà, si vous n'aimez pas plus Vampire, bah, n'allez pas dessus. Ça sert à rien, gardez vos sous dans vos bourses, et puis c'est tout. Voilà, vous avez mon avis là-dessus d'un joueur qui n'aime pas du tout les jeux de bluff et qui a été surpris et qui a du coup aimé ce Vampire Vendetta. D'ici là, bah, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire comme d'habitude si vous avez d'autres questions, si vous aimez les jeux de bluff, vous, si vous en avez, bah, listez-les-moi parce que moi ça m'intéresse, je suis pas tellement aficionado à ce genre de jeux de bluff, donc moi ça m'intéresse de voir d'autres jeux de bluff qui existent, pourquoi pas aussi les tester pour pouvoir éventuellement changer un peu mon a priori là-dessus, mais c'est pas trop ma tasse de thé, donc je pense pas que je ne vais changer. D'ici là, portez-vous bien. J'allais dire soignez-vous, mais non, en fait, restez chez vous, essayez de sortir le moins possible avec les gestes barrières, etc. Le masque, le gel, des bisous partout, de très loin, et à bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao!